Bonsoir à tous. C'est la coutume depuis les vacances sur Live TV, la télé sans filtre. On se retrouve tous les soirs du lundi au vendredi dès 19h15 pour le talk avec ma team de choc. Rappelez-vous les canaux 206 Canal+, numéro 6 TNT. Vous êtes sur les bons canaux. Restez avec nous et vous nous suivez aussi sur les réseaux sociaux donc de Live TV, la télé sans filtre. C'est le talk qui commence. Bienvenue. Bienvenue encore à tout le monde, restez avec nous sur Live TV, la télé sans filtre. C'est le talk pour les vacances avec la team de choc, je le disais tantôt, avec Jessica Koné qui est là, Jessie, hello, Isabelle Vauvor. Bonsoir Eric, bonsoir à la team, bonsoir chez vous. Eunice Nda. Bonsoir Eric et bonsoir à tout le monde. Et le seul homme avec moi dans cette team, Herman Aboua. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Aujourd'hui, il y a de la parité, 2. Il y a de la parité. Ah non, pas trop. 3 contre 2. Vous êtes toujours dans la domination du mot du nombre. Voilà. Mais c'est pas grave, on vous aime quand même. Restez avec nous, on a plusieurs sujets à décortiquer dans cette émission et vous faites bien de nous suivre. Premier sujet, l'info du jour numéro 1, on y va tout de suite. Info du jour numéro 1, fraude sur la nationalité, on en parlait donc la semaine dernière. Ces passeports obtenus de façon illicite par certains ressortissants étrangers. Comment cela s'est-il fait? Rebondissement, un article d'un confrère Jeune Afrique titre que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a haussé le ton contre certaines autorités, des ministres et des corps habillés. On en parle dans cette émission. Alors, que nous dit cet article? Isabelle Vauvor et Herman Aboua, que nous dit cet article? Qui est proposé? Qui le fait? Moi, j'ai bien envie de me lancer. Déjà, le 18 juillet, donc, il y a eu un article de notre confrère Jeune Afrique qui donc dévoilait l'affaire des Libanais arrêtés en Côte d'Ivoire pour acquisition frauduleuse de nationalité et trafic de passeports. Du passeport. Le 25 juillet, il y a eu encore en fait une autre révélation. Le même média évolue donc dans cette affaire et il dit, et cette fois-ci je cite, la SNEDAI dans le viseur. Les enquêteurs commencent par ailleurs à s'intéresser au personnel de la SNEDAI. Des salariés ont été arrêtés et mis sur écoute téléphonique. Wow. Alors moi, je pense que ce sont des affirmations qui sont extrêmement graves parce que ça jette le discrédit en fait sur une entreprise ivoirienne, une société ivoirienne, d'autant plus que les faits, semblerait-il, ne soient pas avérés parce que la SNEDAI a lancé un communiqué, en tout cas a diffusé un communiqué aujourd'hui pour dénoncer, en tout cas, comment dirais-je, démentir ce que l'article de Jeune Afrique... démentir les accusations. Exactement, démentir les accusations de l'article de Jeune Afrique. Alors moi, j'aimerais en tout cas remettre en question là sur la table l'aspect déontologique donc, des médias. Quand on sait qu'on a un pays où on a vécu en fait une crise identitaire et que les médias ont un rôle important à jouer dans cet aspect-là, il faut avoir une certaine responsabilité, une certaine réserve. Donc au niveau de la déontologie, il faut vraiment que chaque journaliste puisse faire preuve en fait dans sa recherche d'information, de vérité, d'exactitude et surtout de rigueur au niveau de l'information parce que là, le cas échéant, on jette le discrédit notoire sur une entreprise ivoirienne alors qu'il s'avère que c'est pas vrai. Quelle est la réaction d'Herman face au communiqué et face au courroux du président de la République? Moi, par rapport à l'information fuitée par le confrère Jeune Afrique, ma question concernant la préoccupation d'Isabelle, est-ce que Jeune Afrique a formellement accusé SNEDAI, l'entreprise SNEDAI? Bon, je crois qu'ils ont dû nuancer, donc il faut faire la part des choses. Non, mais Herman, je l'ai dit d'entame et j'ai cité, je vais te le relire, voilà, le 25 juillet, là, donc pour renchérir en fait sur l'évolution de cette affaire. Ils ont écrit « La SNEDAI dans le viseur. Les enquêteurs commencent par ailleurs à s'intéresser au personnel de la SNEDAI. Des salariés ont été arrêtés et mis sur écoute téléphonique. » La SNEDAI a donc diffusé un communiqué aujourd'hui pour démentir ces affirmations. Il n'y a aucun employé qui a été arrêté. Il n'y a aucun employé qui est sur écoute. Et donc, voilà. Il y a un droit de réponse, forcément, et c'est ce droit de réponse qui a été fait donc à travers cet article. Et ils ont même porté plainte. Ils ont porté plainte aussi, d'accord. Ça, c'est clair. Ce sont des affirmations qui ne sont pas vérifiées. Moi, j'ai plus envie de
de m'attarder sur le caractère de l'intervention du président de la République. Très bien. Bon, ça reste encore à vérifier. Ça vient de l'article de notre jeune frère, confrère de Jeune Afrique, autant pour moi. Le président, il communique sur son intolérance par rapport à la mauvaise gestion, en fait, de toutes les personnes qui sont déjà impliquées dans cette affaire. Bon, que nous dit l'article à propos du durcissement donc, du ton du président de la République? Non, que dit l'article? Il faut en parler. Avant de revenir là-dessus, moi je reviens. Le dernier aspect où les agents de SNEDAI auraient été mis sur écoute, tout cela, ça c'est vrai, peut-être que ce sont des affirmations qui ne sont pas fondées, mais dire que SNEDAI est dans le viseur, dans tous les cas, s'il y a une question de soupçon de fraude sur le passeport, qui est le passeport biométrique, dont le producteur qu'on sait est SNEDAI, forcément, le terme approprié, c'est que le SNEDAI, si on lance des enquêtes où le chef d'État lui-même durcit le ton, c'est que l'entreprise SNEDAI doit être dans les viseurs. Bon, pour revenir non, mais Herman, tu ne peux pas affirmer des choses de la sorte. Non, non. Je veux dire, dans ce cas-là, il faudrait que le média utilise en fait le conditionnel. D'accord. Et non pas affirmer en fait noir sur blanc. Effectivement. Ce qui est en train de se passer. Moi, je suis quand même d'accord avec Isabelle, parce que je lis un tout petit peu un extrait de l'article qui dit tout simplement que le président Alassane Ouattara a exprimé son mécontentement envers certains ministres et hauts gradés de l'armée ivoirienne qui ont tenté d'interférer dans une affaire d'arrestation d'une dizaine d'Ivoiro-Libanais soupçonnés d'acquisition frauduleuse de la nationalité ivoirienne et le trafic des passeports. L'information a été rapportée le 25 juillet 2023 par Jeune Afrique. Alors moi, j'aimerais attirer l'attention de tout le monde, de toute la population, mais surtout sur l'attitude du président, qui est une attitude salutaire. Voilà, moi, je il ne faut pas qu'on s'éloigne pour le moment. Non, en fait, je ne m'éloigne, bien sûr, puisque c'est carrément le titre même du point. Et je pense que le durcissement du président de la République nous montre du ton du président de la République nous montre quelque part que c'est un exemple vis-à-vis de la loi, parce qu'il faut que ce soit effectivement le premier à respecter les règles. Et je pense que le durcissement, c'est un bon exemple qu'il nous montre comme ça. Donc il faut vraiment, c'est quelque chose à soulever. C'est surtout ça qu'il faut. Je voudrais qu'on revienne une fois de plus sur le durcissement. Je le disais à l'instant, donc avant qu'on ne revienne sur l'accusation portée entre lignes par Jeune Afrique sur SNEDAI, qui a démenti tout ceci. Le président a durci le ton. On revient là-dessus. Mais bon, avant de poser cette question, je me rappelle une autre question. Mais est-ce que, quand on observe tout ceci, la SNEDAI n'est pas à indexer? Justement, si tu me permets... on parle de passeport. Oui. Il y a fraude sur passeport. Tu Qui produit les passeports en Côte d'Ivoire? C'est la SNEDAI. Et des passeports ont été fraudés. Okay. Alors, là-dessus, la SNEDAI peut être dans le viseur. Si on parle d'une enquête pour chercher des auteurs de fraude sur le passeport biométrique. Parce que ce sont eux les premiers producteurs. Je ne dis pas que l'entité SNEDAI même est responsable. Mais il peut y avoir des éléments, des agents véreux au sein de l'appareil de SNEDAI, indépendants. Ça veut dire que de façon indépendante, autonome, participent à ces cas, à ces réseaux de fraude sur le passeport biométrique. Mais en réalité, où on peut dédouaner le SNEDAI, c'est qu'au sein même de SNEDAI, il y a des agents de police. Parce qu'avant même qu'un document ne soit transmis pour production, les dernières personnes qui touchent là, ce sont les officiers de la police, de notre police. Et après, là, quand ça va à la sous-direction, ce qu'on met pas, c'est-à-dire que la police des frontières et autres, c'est encore un officier, souvent même un officier supérieur de la police qui donne son OK avant la production. Et puis les éléments que le SNEDAI demande, c'est quoi pour faire un passeport? D'accord. On les connaît. Peut-être que quelqu'un va venir sur les différents éléments. Ce sont des éléments, c'est-à-dire que le SNEDAI... On peut le rappeler. Les documents fournis pour obtenir un passeport en Côte d'Ivoire. Je crois qu'il faut la CNI. D'accord. La CNI, un extrait de naissance, si je ne me trompe pas.
Hein, je parle sous ton contrôle, non, il Herman. y a la CNI Oui. pour un citoyen lambda ivoirien. D'accord. Il y a la CNI, il y a le reçu de paiement des 40 000 francs. Oui. Et puis, il y a, comment on appelle, Le formulaire le formulaire à renseigner. qu'on renseigne. D'accord. Donc, il faut lorsque tu n'as pas déjà la CNI, avoir la carte nationale d'identité. Oui, dans et le puis cas une photo contraire, d'identité. Une photo d'identité. dans le cas Donc, contraire, d'accord. tu présentes le récépissé. Voilà, Moi, je de crois que l'attestation. l'intervention de Herman est pertinente dans la mesure où la SNEDAI, c'est l'organe vraiment qui produit le passeport en Côte d'Ivoire. Donc, le demandeur, qui est donc la SNEDAI, a pour aussi l'obligation de vérifier l'authenticité des documents qu'il reçoit avant de délivrer le passeport. Moi, je me dis, aujourd'hui, on ne porte pas d'affirmation, mais je crois que l'enquête va pouvoir nous dire Est-ce qu'on qui pourrait a sa passer part par de responsabilité. une autre voie pour avoir son passeport que par la SNEDAI? Est-ce qu'il y a une autre voie par laquelle on pourrait passer? Non, pas du tout. C'est la SNEDAI. Non, c'est la Absolument. SNEDAI. Donc, Mais C'est naturellement, l'organe, oui. effectivement. C'est l'organe qui s'en charge. produit les D'accord. passeports. Donc, Il y a elle a peut-être sa un part de réseau parallèle. responsabilité. Non, Mais faut pas l'affirmer. Faut pas l'affirmer. il pourrait avoir un réseau frauduleux Très bien. parallèle Voilà, qui pourrait parallèle. éventuellement fournir des passeports frauduleux. Et Très ça bien. peut ne pas être la SNEDAI notamment. D'accord. Oui, Il c'est ne bien faudrait pas qu'on jette le Oui. discrédit sur une Si institution. on prend- Nos autorités ont fait le travail. Il y a des personnes qui ont été arrêtées. Il y a des enquêtes qui sont en cours. Il y a la Très bien. présomption d'innocence qui doit prévaloir. Il y en a Et qui moi, je prévaut, pense que d'ailleurs. c'est ce qui est en train de se passer. S'il n'y a aucun agent de la SNEDAI qui a été interpellé jusqu'à présent, ça veut dire que la SNEDAI n'est pas dans le viseur. Pour le moment, Non. on est encore sur la Lorsqu'on dit la spéculation. SNEDAI est dans le viseur, ça veut dire que personne n'est en train Voilà. d'accuser ou bien de Non, mais culpabiliser en la fait, SNEDAI à ce Herman, niveau. moi, faut je écouter. Quand je j'aimerais parle J'aimerais là, bien que vous écoute, vous écoutiez. quand je parle, avant écoute, d'intervenir. parce que quand je parle, faut bien écouter, parce que j'ai lu un extrait de l'article de Jeune Afrique de ce 25 juillet. Et l'article, au-delà même de la phrase la SNEDAI dans le viseur, elle dit aussi les enquêteurs commencent par ailleurs à s'intéresser au personnel de la Il dit SNEDAI l'article. et pour poursuivre, des salariés ont été arrêtés. Donc ils sont en train d'affirmer des Non, choses je ne qui suis ne pas sont en train de jouer vraies. les avocats de Jeune Afrique. Voilà, Ça, donc, il faut qu'on soit clair là-dessus. Ce que je dis, je parle de moi. Je dis, à ce niveau-là, un journaliste peut dire que la SNEDAI est dans le viseur. Parce que c'est là-bas quand même qu'on le produit. Donc, on n'a pas, ça ne veut pas dire pour autant À elle de se défendre que la après, SNEDAI n'est-ce pas? est coupable. Comme elle le fait d'ailleurs, elle le fait bien, Il faut donc qu'on de se défendre sans se soit bien dédouaner, clair. c'est bien. Surtout que les éléments, on parle de la communauté ivoiro-libanaise, n'est-ce pas? Les éléments qu'on demande pour les gens qui se naturalisent, c'est quoi? Une photo d'identité, l'origine ou de l'acte de mariage, les copies et les originaux de la CNI des époux, les certificats de nationalité des époux, l'acte d'acquisition de nationalité par mariage, le reçu de paiement. Mais l'acte de naturalisation, c'est signé par le président de la République. D'accord. Donc, la SNEDAI ne fait que recevoir les documents, Collecte de au données. regard des documents, et après avoir vérifié, enfin, si ça respecte ces documents-là. Mais aujourd'hui, on sait que pour produire une CNI, il y a des organes, il y a l'ONESI, par exemple, qui produit la CNI. Tous les documents qui sont l'acte de mariage et autres, ce n'est pas la SNEDAI qui est produit. Donc, je veux dire, mais en même temps, la SNEDAI peut être dans le viseur, puisque ce sont eux qui sont les producteurs des passeports, du moment où c'est des fraudes sur les passeports dont on D'accord. parle. S'il y a des gens qui se présentent devant la SNEDAI avec tous les documents qu'on demande pour produire leur passeport, avec tous ces documents, la SNEDAI va donner le passeport. Est-ce qu'il y a moyen de vérifier derrière, du côté de la SNEDAI, que ces éléments ne sont pas vrais ou sont Oui, faux l'authenticité avant de donner de- l'authenticité donc, des documents fournis, avant de traiter le passeport? Moi, je me la pose- direction générale de la oui. police s'en D'accord. charge. Parce Très bien. qu'avant que la SNEDAI ne produise le passeport, ça va à la sous-direction PAF dont j'ai parlé, la police des frontières et autres. Et c'est là-bas, quand ils sentent que les documents fournis ne sont pas corrects, ils bien. ramènent, ils rejettent. On appelle même l'individu qui est demandeur de retourner à voir les policiers pour régler ça avant de revenir à la SNEDAI. Donc je pense Alors moi, que, je pense que la le- SNEDAI, à un certain niveau, peut-être qu'il y a des éléments D'accord. qui font sauter tout le parcours, il y a certaines étapes dans le parcours, mais la SNEDAI, en tant qu'entité, a des éléments pour dire qu'elle n'est pas forcément coupable, mais elle peut être dans le viseur. Ce que moi je dis, c'est que article ou pas, il y a une enquête qui est ouverte. Et quand on pense au processus, on parle de passeport en Côte d'Ivoire. La SNEDAI est l'organe qui est dans toutes nos informations. La SNEDAI apparaît comme l'organe qui produit le passeport. Donc tout de suite, on ne peut pas dire que ce n'est pas forcément des affirmations.
on n'affirme pas. Mais dans la réflexion, on est des journalistes, on est sur le plateau, on se dit que dans le processus, il y a forcément une part de responsabilité. On peut aussi faire l'analyse qui peut avoir un réseau parallèle, en fait. C'est ce que je veux soulever. On l'a dit, il peut y avoir un réseau parallèle. Tout à fait. Donc, moi, il n'est pas totalement blanche. Non, moi, je ne peux pas juste concevoir en fait, qu'on puisse jeter le discrédit comme ça sur une institution qui, jusqu'à présent, fait très bien son travail. Donc voilà, même si c'est elle qui est l'organe en charge de la production des passeports, je ne suis pas d'accord avec vos différentes affirmations. En revanche, moi, j'aimerais m'insurger. En revanche, moi, j'aimerais m'insurger en fait sur le fait qu'à chaque fois qu'il y a une information sensible au niveau de notre pays, c'est toujours révélé en fait par des médias internationaux et par la suite sont repris donc par nos médias nationaux. Donc moi, je pense que comme ce sont des informations qui sont plutôt sensibles, il faudrait vraiment qu'on puisse faire preuve de les traiter, vérifier la véracité avant de les republier à nouveau. C'est cela. Moi, je voulais revenir sur la fermeté, le ton ferme du président de la République. Ça, c'est bien. On voit la célérité à laquelle ce dossier-là il est traité par le pôle pénal économique et financier. Mais en même temps, on peut se poser des questions. Aujourd'hui, il y a quand même des velléités de blanchiment d'argent dont on parle. Il y a des édifices aujourd'hui, on ne sait pas, les gens se lèvent, ils construisent des projets immobiliers. Non, mais là, tu es en train de faire du coq à l'âne. Je ne fais pas du coq à l'âne. On s'éloigne un peu, non? Je ne fais pas du coq à l'âne. Tu es en train de parler, en fait, je me mets à la place d'un citoyen qui dit que... ce que le président de la République a fait. Tu peux me parler de bonne gouvernance. Je peux continuer. Je peux continuer. Quand il s'agit, lorsque le gouvernement fait bien, qu'on donne les points, tu l'applaudis avec nous ici. Tu dis même souvent qu'Herman, c'est bien qu'on soit d'accord. Mais lorsqu'il y a des éléments qu'on doit soulever dans l'action du gouvernement, et pas forcément l'action du gouvernement, pour les aider en même temps à continuer d'être ferme sur tous les dossiers, pourquoi est-ce que tu n'insultes? Développe ton point, mon frère. Voilà, je continue mon point. Je dis, aujourd'hui, à côté de ce dossier sur la fraude, concernant les documents sur la nationalité et les documents comme le passeport biométrique, il y a, parce que c'est le même pôle économique et financier, ça veut dire certainement qu'ils ont eu, comment se vendre de ce réseau-là, lorsque peut-être qu'ils ont indexé, et ils ont pu voir un dossier sur l'aspect financier. Parce que celui qu'on a d'abord attrapé, c'est quand même le propriétaire de Plastica, dont on sait, c'est un grand groupe. D'accord, on se rapproche du rapport avec le sujet. Voilà, donc en même temps, ça peut dire que peut-être qu'il y a un soupçon d'activité économique, pas forcément nette, qui a mené, qui a conduit à tomber sur la question de la fraude sur les documents, sur la nationalité et autres. Donc cette célérité qu'on observe sur le dossier concernant les fraudes sur la nationalité, il faut qu'on voit aussi sur les questions de blanchiment d'argent. Ça aussi, c'est du ressort du pôle. Les enquêtes se poursuivent. On va chuter. Très chers amis, vous avez beaucoup à dire sur ce sujet, mais on va chuter. Vu la réaction du président de la République, qui s'implique à fond donc, dans cette affaire, les enquêtes se poursuivent. On espère que ces enquêtes vont donner bons résultats pour qu'on sache exactement donc, à qui la faute. Poursuivons tout de suite cette émission avec l'info du jour. L'info du jour concerne un fils du pays revenu. Donc, au pays, il s'agit de Blé Goudé, élection locale 2023. Donc, il s'implique dans la campagne contre la violence électorale. Alors, est-ce que c'est le Blé Goudé qu'on connaît ou c'est un nouveau Blé Goudé qui s'affiche? Clairement, moi, je me dis, je crois en fait au changement de Blé Goudé parce que, comme disent les autres, seuls les imbéciles ne changent pas. Il est revenu, il a vécu pas mal de choses. On a vu les activités politiques auxquelles il a été lié. Il revient vers les populations. C'est vrai que c'est pendant la campagne. La politique reste la politique. Mais il faut croire vraiment en sa sensibilisation face au peuple quand il dit qu'il veut des élections apaisées. Moi, je me dis, il faut croire en ce nouveau personnage, il faut l'applaudir parce que quand on parle d'un intérêt commun, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la population qu'il faut primer et quand il appelle la population surtout à migrer vers les élections apaisées, c'est très bien tout simplement. Et pas que la population, il s'adresse aux élus, aussi aux candidats.
Voilà, également à la CEI, voilà, qui est l'organe qui se charge d'organiser. Il a même dit ça dans sa conférence de presse quand il dit que c'est eux qui sont chargés vraiment d'organiser ces élections pour qu'il n'y ait pas de débordement. Et c'est très pertinent, tout simplement. D'accord. Une autre réaction sur l'attitude de Blé Goudet depuis son retour. Hein, est-ce qu'il est en phase pour t'aider donc à répondre avec sa dynamique? C'est une suite logique de ces actions. On sait que Blé Goudet, depuis même à l'épisode de la FESI, c'est quelqu'un qui a toujours, il n'a jamais appelé à prendre des armes contre la rébellion, même en 2002. Il a initié la caravane de la paix en période chaude. Aujourd'hui, il se met un peu comme, il prend la casquette de patriote. Il veut sillonner le pays pour appeler chaque acteur à adopter le bon ton pour ne pas que ces élections-là soient des élections dans le sang, que ça soit zéro mort, voilà, zéro violence. Moi, je pense que c'est une attitude à saluer. Et puis, tout cela, ça concourt à un bon environnement pour les élections. Alors moi, effectivement, je vais aussi dans cette même veine, mais j'aimerais soulever un point. Monsieur Blé Goudet est un personnage politique qui a une histoire. Et je pense que c'est une histoire qui peut aussi être un point important pour la relève en ce qui concerne la présidence dans les années à venir. Et moi, je dis que c'est un jeune qui a un grand potentiel, qui peut être effectivement qui peut apporter beaucoup, effectivement, qui est un président potentiel qui peut apporter beaucoup à la Côte d'Ivoire. Donc, il faut qu'il se découvre, faut pas qu'il. Moi, je pense que ça peut être un positionnement stratégique aussi dans l'esprit des Ivoiriens. Mais nous, on vous attend, monsieur Blé Goudet, pour les présidentielles. Pour les présidentielles. Mais en tout cas, je pense que c'est un renouveau, c'est un potentiel pour la Côte d'Ivoire. Il faut applaudir cela. Et je me dis que voilà, il faut que tout le monde s'attende quelque part à le voir les années qui arrivent. La nouvelle attitude de rassembleur de Goudet. On ne peut que saluer cela. Je veux dire, aujourd'hui, il lance donc sa campagne zéro mort, zéro blessé pour les élections locales. C'est à saluer. Depuis son retour en fait en Côte d'Ivoire, il prend son bâton de pèlerin, il sillonne l'ensemble du territoire national pour parler de cohésion, pour parler de paix. Et tout Ivoirien, en tout cas, ne peut que s'inscrire en fait dans cette dynamique. Mais en réalité, moi, je pense que c'est juste une stratégie politique de repositionnement. Quand on sait en fait que c'est un personnage politique qui avait été appelé le général de la rue, vraiment aujourd'hui, quand il dit que la violence c'est son adversaire, moi j'ai vraiment un peu de mal à croire parce que c'est pas le Blé Goudet qu'on a toujours eu. Je veux dire, l'habitude de voir. Voilà. Donc, moi, je pense juste que c'est une stratégie politique. Aujourd'hui, il veut juste se rehausser son image auprès des Ivoiriens qui ont plus ou moins été traumatisés par des années de crise et de guerre. Donc voilà, il s'inscrit tout simplement dans une logique de quelqu'un qui a de grandes ambitions, qui veut aller très loin et qui a une image en fait à reconstruire. Mais Isabelle, je pense que c'est quand même une accusation importante. Quels sont les faits de violence que tu sais de Charles Blé Goudet? Mais attendez, moi je me base sur des faits. Il est quand même condamné à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire en fait pour des faits de violence, il vient d'une juridiction plus grande, une juridiction internationale. Il a même été condamné à 10 ans d'inéligibilité, c'est-à-dire qu'il n'a même pas ses droits civiques en fait, donc il n'est même pas inscrit sur la liste électorale. Je reviens encore sur l'aspect des procès. Non, mais tu m'as posé une question. Je suis juste en train de te répondre en fait, et je suis en train de t'expliquer qu'en fait je me base sur des faits. C'est quelqu'un qui est condamné ici en Côte d'Ivoire à 20 ans de prison, à 10 ans d'inéligibilité. Je pense que c'est une condamnation politique. Donc en fait, il est juste en train de draguer les pouvoirs publics pour essayer d'être... Si vous ne me laissez pas parler, voilà. Pour juste essayer de draguer les pouvoirs publics pour avoir donc son amnistie tout simplement. Mais est-ce que tu reconnais au moins que ces procès-là, ces condamnations, ces verdicts-là se sont déroulés dans un contexte... Non, c'est verdict. Elle dit qu'il a été condamné, il y a 10 ans, 20 ans. C'est dans un contexte politique. Moi, moi qui suis là, je sois aussi acquitté de certains faits qu'on m'a reprochés. Et peut-être qu'ils pendent encore. Et j'en suis très heureuse pour toi. Je suis très heureuse que tu reviennes en Côte d'Ivoire. Voilà, je veux qu'on fasse l'amalgame sur les verdicts de procès
dans une situation politique. Je préfère laisser les acteurs politiques, le président de la République, dans sa majorité, pour régler ces questions-là. Mais ici, je voudrais que tu me dises, puisque les condamnations, c'est la justice qui gère ça. Oui, quels sont les faits sur lesquels toi tu te bases, les faits de violence sur lesquels tu te bases pour dire que Charles Blé Goudé est quelqu'un de violent, donc il se fait une image. Je t'ai cité des faits ici. J'ai dit qu'il a été accusé. Qui a initié la caravane de la paix. Il a été accusé de torture, d'homicide volontaire et de viol. Oui, Ça, c'est mais très oui, c'est récent. fait récent. Je parle d'une condamnation qui a été... Non, ne dis pas que ça n'a pas été avéré, parce que c'est une condamnation de l'État de Côte d'Ivoire. Donc c'est la justice ivoirienne qui a fait son travail. Et moi, je me base sur le verdict de la justice ivoirienne. Non, c'est les éléments de langage. Non, ce ne sont pas des éléments de langage. Et alors? S'il vous plaît. Je voudrais que tout le monde se taise déjà. Je suis celui qui distribue la parole. N'est-ce pas? Est-ce que je peux Alors, lui placer deux mots? non, attends d'abord, Herman. Hein, je distribue, je répète, je distribue la parole. Okay. À qui je n'ai pas donné la parole ne prend pas la Moi. parole. À qui je n'ai pas donné la parole ne prend pas la parole. Sinon, à un moment donné, on va être obligé de vous sortir un peu du plateau, okay, le temps que vous vous discipliniez, avant de revenir ici. N'est-ce pas? D'accord. Ok, on peut continuer. Qui termine? Moi, je termine. Okay. Je reviens. Tout à l'heure, j'ai quand même, pour présenter Charles Blé Goudé et sa démarche d'aujourd'hui, j'ai cité des faits. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, j'ai même pris, souvent on lui reproche l'épisode violent quand il était à la tête de la FECI. Aujourd'hui, il n'a jamais organisé de groupe armé. C'est des faits qu'on lui colle. Ça, il appelle ça les éléments de langage. Dans les éléments de langage, laissons les acteurs politiques, les gens qui manipulent la politique, à moins qu'ici, sur le plateau, nous ne serons pas des journalistes à décrypter de façon neutre ou impartiale la situation. Comme tu es en train de le faire. Laissons les acteurs politiques utiliser les éléments de langage pour culpabiliser leurs adversaires. On parle de faits juridiques. Ici, toi, tu es en train de parler d'éléments de langage. Si tu dis que Charles Blé Goudé a été, comment on appelle, coupable de viol, tu nous dis qu'il a violé. Si tu dis qu'il a pris des machettes contre des gens, tu dis à qui il a fait ça. Ça, ce sont des faits. On reste sur les éléments factuels. Après, non, on peut développer... éléments factuels, je te parle d'une décision de justice. Vous avez dû le remarquer, un léger souci technique. Vous suivez toujours le talk sur Live TV, la télé sans filtre pour ces vacances. C'est la team de Choc. Était très choquante avant le journal, du coup. Nous revenons sur le sujet de Blé Goudé, hein, qui devient un personnage qui lutte, mais de façon assez remarquable, hein, pour la paix, l'union, pour des élections paisibles en Côte d'Ivoire. Et chacun de vous était en train de donner son avis. Isabelle, sur une position qui dit attention, nous nous souvenons de ce que l'homme a posé comme acte avant. Herman dit le contraire. Est-ce qu'on poursuit? Bon, moi, je disais juste que voilà, il avait une image. Oui, il avait une image qui n'était pas très reluisante avant. Aujourd'hui, on le découvre en fait sous un autre visage. Donc moi, je pense juste que c'est une très bonne stratégie politique de repositionnement, de reconstruction de son image, parce qu'il a de très très grandes ambitions. Mais tout Ivoirien, en tout cas, ne peut que s'inscrire dans cette dynamique de réconciliation et de dialogue et de paix. Voilà. D'accord. Eunice? Effectivement, moi aussi, effectivement, c'est vraiment encourageant. Et c'est moi, je dis tout simplement qu'il est resté sur sa lignée, tout simplement, parce que de tout ce que je connais de Blé Goudé, effectivement, c'est un homme de paix. Alors, je pense que c'est à encourager. Donc, on poursuit. D'accord. Oui, clairement. Peut-être que c'est une stratégie de repositionnement. Moi, je dis, et alors, c'est tout le principe d'une campagne électorale. Il va donc vers la population pour la draguer parce qu'il y a bientôt les élections régionales. Moi, je dis, c'est super. Maintenant, l'homme change, bien évidemment, pour être d'accord avec Herman et pour également être d'accord avec Isabelle. C'est une campagne électorale, tout simplement. Il a posé des actes dans le passé. Aujourd'hui, c'est un nouvel homme. Il vient à la conquête de la population. Bienvenue et bonne chance pour les élections, tout simplement. Non, mais je tiens il faut rappeler déjà que Blé Goudé ne présente aucun candidat il ne présente aucun candidat pour les élections locales. Donc, il est juste en train de reconstruire son image pour de plus grandes ambitions. Voilà, je n'ai pas envie de m'étaler Moi, je sur voulais ce juste plateau souligner un point. Elles ont dit, hein, ce que moi je retiens, c'est qu'on sait que la campagne qui est en train d'initier actuellement, c'est une campagne qui aide à faire en sorte que l'environnement électoral soit serein. Mais en même temps, je ne voudrais pas qu'on dise que c'est une campagne, c'est une initiative spontanée.
Non. Blé, c'est toujours dans sa démarche. On sait que même au plus fort de la crise en Côte d'Ivoire, les jeunes civils qui souhaitaient prendre les armes, il leur a déconseillé de prendre les armes et que s'ils voulaient le faire, ils devaient se faire enrôler dans l'armée. Donc c'est quelqu'un à qui, certainement, à cause de sa popularité, cette empathie avec la population et la jeunesse, c'est quelqu'un à qui on colle souvent une image qui n'est dans les actes, qui n'est forcément pas. Donc je voudrais qu'on regarde ça, on regarde le Blé Goudé, c'est bien qu'on le perçoit comme ça aujourd'hui, mais en fait, il a toujours été comme ça. Mais c'est bien que tout le monde aujourd'hui pense qu'il y a une certaine renaissance, une certaine résurrection de Charles Blé Goudé. C'est toujours positif. Et c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde, c'est bon pour la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire qui se retrouve, est-ce que je vais dire qui renaît de ses centres? Non, pas du tout. Une Côte d'Ivoire qui se positionne dans le concert des nations développées, avec son émergence et tout ça. Donc, qu'on y aille à la paix et qu'on fasse des élections paisibles désormais en Côte d'Ivoire. C'est cela qui est important. Prochain point, dans ce talk sur Live TV, la télé sans filtre, c'est un mouvement d'humeur au coup d'État contre Bazoum au Niger. On en parle sur ce plateau. On a reçu une dépêche rapide à prendre avec des pincettes. Le président Bazoum aurait signé son acte de démission. On en fait un commentaire? Oui, mais moi, je pense qu'on vient de l'apprendre par des confrères qui ont eu des informations depuis Niger, mais jusque-là, ce n'est pas une information, je veux dire, officielle, mais le président Bazoum aurait signé comment on appelle, sa démission. Mais je veux dire, au-delà de cela, c'est que le Niger, qui est 4 fois en termes de superficie la Côte d'Ivoire, avec 26 millions d'habitants, depuis 1960... 22 millions. 22 millions, autant pour moi. Depuis 1960, connaît des séries de coups d'État, des tentatives de coups d'État. Il y en a eu 4 coups d'État fermes qui ont vu... Si celui-ci est confirmé, ça va faire 5. Ça va faire 5. Donc, c'est un pays qui est quand même, il faut le dire, hein, qui, dans le pouvoir d'achat journalier, c'est $2, environ 1200 francs CFA. Ils sont très pauvres. Mais ce qui peut créer cette crise-là de confiance, souvent avec les régimes qui sont installés dans les pays, quand on sait, c'est souvent les réponses à la question de sécurité qui ne viennent pas forcément, qui ne voient pas, ils ne perçoivent pas auprès de leur leader. Vous savez qu'ils sont pris entre les attaques djihadistes et voilà, depuis c'est courant. S'il n'y a pas la réponse militaire, la réponse du gouvernement par rapport à ces actions, vous savez bien que il y a des vents d'humeur parce qu'effectivement, ce sont les soldats qui sont sur les fronts, qui subissent là, et les populations civiles également. Est-ce que Jessica, tu peux nous faire un point quand même sur la particularité de l'économie? Est-ce que tu peux regarder ça? Oui, je peux regarder ça, mais en attendant, je veux vraiment m'attarder sur l'impact des coups d'État. Voilà, moi je vais même l'appeler le syndrome des coups d'État dans la sous-région. Ces derniers le syndrome mois, des coups d'État dans la sous-région. Dans la sous-région, oui. Ces derniers mois, on a assisté à plusieurs coups d'État. Je vais citer le Mali, le Tchad, la Guinée, le Soudan, le Burkina Faso. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas encore confirmé, mais peut-être le Niger. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a un problème parce que quand on fait des coups d'État, on a des répercussions économiques et surtout sur la quiétude de la population. À un moment donné, il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on réfléchisse. Est-ce que les coups d'État, c'est la meilleure manière de communiquer notre mécontentement en face du pouvoir en place? Moi, je pose la question, mais à un moment donné, on ne pourra pas survivre comme ça. C'est clair. Parce qu'il y a de grandes répercussions. Et la population, d'ailleurs, s'est levée quand même contre ce coup d'État, contre cette tentative de coup d'État, parce que le coup d'État n'est pas confirmé pour le moment. On reçoit des informations à prendre avec des pincettes jusqu'à confirmation. Alors moi, je pense qu'effectivement, la population se lève parce qu'elle doit se lever. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Les coups d'État, c'est jamais heureux. Voilà, ça met le pays en arrière, sur le plan économique, et beaucoup de choses, ça paralyse. Comme je le disais tout à l'heure, la quiétude, c'est beaucoup de choses. Je pense qu'il y a des enjeux bien plus grands.
L'Afrique doit regarder devant, hein, les pays de la sous-région doivent regarder devant. L'avenir, c'est devant. Évitons ces choses-là. Ça met nos familles endeuillées, dans le deuil. Vraiment, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Il n'y a pas très longtemps que la Côte d'Ivoire a connu aussi un coup d'État. On n'a pas vécu ça, en tout cas avec de la joie. Donc je me dis quelque part que c'est les mêmes sentiments qui habitent aujourd'hui la population nigériane. Donc vraiment, c'est ce que je peux dire, ce point-là. Je voulais qu'on regarde la particularité de ce coup d'État. Hein. C'est la garde présidentielle. Ça veut dire que des gens qui sont proches du président, de l'exécutif, qui, avec un mouvement d'humeur, sont en train d'arriver à atteindre leur objectif. Quand bien cela, celui qui a été annoncé, comme vous l'avez dit, on voulait prendre les pincettes, qui a été annoncé pour prendre les rênes du pays, cette transition militaire, si elle est avérée, c'est le chef d'état-major. Ça veut dire que celui qui a été l'initiateur de ce mouvement d'humeur-là, ce n'est pas lui qui a été choisi, c'est notamment le commandant de la garde présidentielle. C'est pour dire qu'eux-mêmes, si jamais c'est avéré, parce que je n'ai pas l'information officielle, ça veut dire qu'il y a un malaise au sein de l'armée. Et ce malaise au sein de l'armée, on peut même l'extrapoler même au niveau de la nation. Est-ce que le président Mohamed Bazoum il répondait aux aspirations des populations en termes sécuritaires, comme tout à l'heure on l'a dit, la crise, vous savez, c'est un pays qui fait souvent face à de nombreux épisodes de crise alimentaire. Et il y a l'uranium aussi, qui est un minerai qui est très prisé, mais dont les populations ne voient pas les retombées, c'est-à-dire les bénéfices. Et donc, ça peut, je ne souhaite pas, j'espère que ce n'est pas cela, il ne faudrait pas que ça soit le même vent qui a touché certains autres pays là, avec, aujourd'hui, quand on regarde au Mali, au Burkina Faso, c'est une nouvelle ligne. L'ancien partenaire sur les questions militaires, économiques et autres, là, a été demandé, d'ailleurs même quand on regarde le Barkhane, l'opération Barkhane est allée aujourd'hui au Niger. Je ne voudrais pas commenter plus loin que cela. On va revenir dessus. On va revenir avec toi, rassure-toi. Hein, tu as plusieurs points qui se développent en même temps dans une prise de parole. On va permettre à Isabelle de peut-être rebondir sur, je veux dire, la récurrence des coups d'État quand même dans ce pays. Oui, alors c'est déjà le Niger, pour rappel, c'est un pays qui est situé en Afrique de l'Ouest, qui, comme la plupart des pays africains, a eu son indépendance en 1960, qui a connu 4 coups d'État, 3 régimes militaires depuis 2010. Sa constitution, donc, met la République en semi-présidentielle et aujourd'hui pourrait encore connaître un 5e coup d'État. Moi, je pense que c'est un gros coup, en fait, de poignard à la démocratie en elle-même dans cet État. Parce qu'il faut rappeler que le président Bazoum avait été élu à 56% des voix en 2020. La prochaine élection présidentielle devait se tenir en 2025. C'était la toute première fois que ce pays-là, avec l'élection de Bazoum, connaissait en fait une transmission de pouvoir démocratique depuis la pluralité de coups d'État qu'il y a eu en fait dans cet État. Il faut savoir que le Niger fait partie aussi de ce qu'on appelle le G5 Sahel, donc les 5 pays situés donc dans la zone sahélienne, notamment la Mauritanie, le Burkina Faso, le Tchad et le Niger et le Mali, voilà. Et dans cette zone-là, en fait, il y a tout un programme qui a été mis en place, un programme de développement, un programme en fait sécuritaire pour véritablement en fait emmener les différents pays de cette zone-là à atteindre donc l'émergence pleine. Voilà, donc il y a eu récemment, en fait, il y a quelques semaines déjà, la 4e Assemblée générale de l'Alliance Sahel où vraiment tous les organismes internationaux se sont réunis pour réfléchir à la question de la stabilité donc, des différents États et comment est-ce qu'ils pouvaient les aider véritablement à aller de l'avant. Et donc là, avec cette déstabilisation qui pourrait avoir au niveau politique, va encore faire plomber un peu toute la zone sahélienne parce que je tiens quand même à rappeler que le Burkina Faso, qui fait partie de cette même zone sahélienne, a connu aussi des coups d'État, le Mali également, et ce sont des pays qui sont emprunts au terrorisme. Donc je pense qu'à un moment donné, il faudrait véritablement qu'on s'asseye et qu'on prenne vraiment les bonnes décisions et qu'on se dise que les coups d'État ne sont vraiment pas en fait de véritables modèles démocratiques. Voilà. Les coups d'État sont condamnables. Hein. Moi, je voudrais qu'on regarde un peu les raisons qui amènent souvent, sans excuser les mouvements militaires, les raisons. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui s'est passé au Burkina, au Mali et comment est-ce que les choses évoluent,
les gens s'attendaient à une certaine réponse du partenaire classique qu'on a en termes militaires qui ne réagissait pas. Pendant qu'on dit on fait des rencontres comme le Sahel, G5 Sahel, tout ça c'est bien beau, mais en réalité, est-ce que depuis que ces initiatives ont été prises, les terrorismes et autres là ont quitté la zone? Non. Et c'est peut-être, certainement, c'est pour ces raisons-là qu'il y a souvent des vents. Parce que, mine de rien, ce sont les militaires qui ne sont pas souvent armés, qui n'ont pas forcément le matériel, qui n'ont pas l'outil pour répondre, qui sont sur face à ces djihadistes, qui sont face à ces mouvements et qui constatent souvent que ces mouvements-là, ces groupements-là sont encadrés, sont formés par certains partenaires certains partenaires officiels. Bon, je tiens quand même à rebondir à ce qu'il a dit. Il faut savoir que l'Alliance Sahel a été mise en place depuis 2017, donc c'est quand même quelque chose qui est assez récent. Donc ils viennent vraiment en soutien au G5 Sahel. Donc c'est assez récent quand même. Voilà, donc il faut laisser le temps aussi parce qu'il y a toute une programmation. Il y a toute une programmation qui a été développée. Donc il y a des financements qui vont être levés et ça vient petit à petit. Donc ça concerne en fait tout ce qui a trait à l'employabilité des jeunes, la diminution donc du taux de chômage, le renforcement sécuritaire au niveau des différentes zones. Voilà, donc c'est vraiment tout un programme qui met en exergue. Isabelle, la vie des populations sur le terrain, ce n'est pas dans les TDR qu'on va les retrouver. C'est bien beau de dire que... Oui, mais c'est dans les actions, mais tu sais, une stratégie... Non, Herman, laisse-moi te dire, une stratégie efficace, c'est d'abord sur papier avant d'être implémentée physiquement. Oui, mais depuis 6 ans, on implémente. On n'y arrive pas. Non. Mais les populations continuent d'être attaquées sur le terrain. Il y a quand même eu des prémices et je tiens quand même à te renvoyer à la dernière déclaration de la 4e Assemblée Générale de l'Alliance Sahel. Et tu vas pouvoir trouver toutes les réponses à tes questions. Donc, je te ramène à tes petits papiers. Non, le crédit que tu accordes à ces différents... On sait un peu comment ça se passe. Hein. On prépare les TDR et les gens viennent, ils entérinent à l'Assemblée, les gens votent des choses. La réalité, c'est sur le terrain. Les populations dans leur zone sont confrontées à des attaques djihadistes, sont confrontées à des groupements terroristes devant lesquels ces populations-là constatent que la réponse souvent de l'État ne vient pas. Et en même temps, les partenaires pense qu'il y ait des actions concrètes. On n'en sent pas et ils sont toujours en train de faire, comme on dit, les séminaires, les symposiums, les rencontres. Les TDR. Alors, les séminaires, ce ne sont pas des TDR, ce sont des stratégies. Bien sûr. Avant de prendre des décisions, il faut qu'on s'asseye, on fasse l'état des lieux et on réfléchit ensemble sur la situation. Et c'est dans ce sens que les séminaires, c'est important parce que sur quoi on se base pour prendre des décisions. À côté de ça, les réalités des populations sont là. Elles sont réelles. Elles sont réelles, voilà. Bien plus réelles que les réunions et les TDR. Dans la mesure où, c'est vrai, c'est à saluer qu'il y ait des séminaires, c'est à saluer aussi que la population prenne ses responsabilités. On s'attend à des actions. Mais on s'attend à des actions. Mais quand il y a coup d'État aussi, il faut vraiment que les populations... Il ne faut pas qu'elles restent chez elles à la maison et se dire, oui, c'est l'État, oui, on a des coups d'État tout le temps. Quelles sont les actions qui sont réellement menées du point de vue de la population, du côté de la... Du point de vue de la population? Non, mais on laisse Eunice intervenir. Moi, je dis tout simplement que la population est bien faible par rapport à ça. La population ne porte pas d'armes. La population ne peut pas se défendre réellement face à ça. Elle ne peut que dénoncer. Elle ne peut que dire, il y a des personnes qui se cachent. C'est ce qu'elle peut faire. Mais il y a des choses qui sont bien plus réelles. Ne minimisons pas le pouvoir du peuple. Non, je ne minimise pas le pouvoir du peuple. Je dis tout simplement, face aux armes, je ne sais pas ce qu'un peuple peut faire, à pas se soulever et se lever des gourdins. Le combat n'est pas seulement armé. Quand on prend le cas du Niger, qui est l'actualité de ce jour, je vous explique rapidement la situation quand on dit que le Niger est victime de sa richesse. On sait que c'est un pays, le 3e exportateur d'uranium au monde, mais il est confronté la plupart du temps à des crises alimentaires. Le problème, il est au niveau de la gestion. Il est au niveau de la gestion, il est au niveau de la réaction. Comment est-ce qu'on réagit? Quand tu dis que l'État ne peut pas se défendre parce qu'il n'y a pas d'armes. Non, les populations ne peuvent pas se défendre. Oui, les populations ne peuvent pas se défendre. Alors sur le pouvoir économique, la force des richesses du Niger, tu développais quelque chose d'intéressant. Oui, très intéressant, mais j'aimerais aussi rebondir sur ce qu'elle a dit dans la mesure où le combat n'est pas seulement armé. On ne va pas tout de suite aux armes quand on n'est pas content. On a le dialogue, nous sommes des personnes réfléchies et on prône la paix. Donc à côté de ça, avant d'arriver aux armes,
on échange, on discute. Donc la population va réagir. Moi, je pense que ton point, c'est surtout que le Niger possède des richesses qu'elle peut travailler pour être indépendante, pour s'acheter des armes. C'est ce que tu veux dire? Oui. Voilà, donc ton point, il est clair. Donc là, je pense pour s'acheter des armes. En fait, non, pas forcément pour s'acheter des armes, pour s'équiper à bien de niveaux. C'est ce que je veux dire. Je te prends un exemple. Pour bien nourrir la population et s'équiper à bien de niveaux. On ne mange pas les armes quand même. Non, on ne mange pas les armes, mais on commence quelque part. Oui, mais ça il y a des richesses qu'on peut développer. C'est ce que je veux dire, en fait. Oui. En fait, on a un peu sur le... Oui, mais quand même, Jessica, on s'entend très bien. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes... Oui, quand même. Mais je veux dire, on ne va pas tout de suite parler d'armes quand on parle de coup d'État. On parle de problèmes. Nous parlons de djihadistes. Les djihadistes ne viennent pas avec de l'argent, ils ne viennent pas avec de l'or. Ils viennent avec des armes. Voilà, tout simplement. Avec des armes. Ils viennent avec des armes contre des populations. Il faut aller faire des séminaires, des symposiums comme il a dit, sortir des résultats, appliquer sur le terrain, pour que la population se sente plus en paix, plus paisible. D'accord, pour qu'il y ait plus de coups d'État dans nos pays. D'accord. Est-ce que tu peux poursuivre sur ce point? Oui, je disais tout à l'heure que le Niger, qui est victime de sa richesse, qui est le 3e exportateur d'uranium dans le monde. Mais alors que le Niger enregistre, il est l'un des pays les plus pauvres du globe. D'accord. Oui, les plus pauvres du globe. Donc, ce qui veut dire que son sous-sol, il est riche, mais comment est-ce qu'il l'exploite? Comment est-ce que la gestion, elle est faite? Et à côté de ça... Les causes des coups d'État, c'est la pauvreté, la faim et tout ça. Pas forcément la cause. La population ne se sent pas écoutée. L'uranium du Niger n'appartient pas aux Nigériens. Il faut qu'on le dise. Et ceux à qui ça appartient, ce sont peut-être que... Il appartient à qui? D'accord. Allez, va leur poser la question. En tout cas, c'est une question... Merci à vous tous pour tous vos avis. Merci à vous tous pour tous vos avis. Alors, nous suivons de près la situation au Niger. Dans nos prochaines éditions, très certainement, ou encore demain, on pourra donc rebondir, revenir sur cette situation. Je voudrais saluer toute la population nigérienne vivant en Côte d'Ivoire et passer la salutation donc, à l'ambassadeur, son Excellence Aboukar Diori, venu en Côte d'Ivoire il n'y a pas si longtemps, l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire. Et puis, on souhaite la paix, mais la paix totale dans votre pays. Alors, on va poursuivre tout de suite avec le Mood d'Herman. Le Mood d'Herman. Le Mood d'Herman. L'incivisme sur la route. Les embouteillages sont dans le quotidien des populations abidjanaises, ça on le sait. L'évoquer est la palissade qui n'est plus forcément chatoyante en termes journalistiques. Par contre, marquer un arrêt sur comment les Ivoiriens, les usagers de la route gèrent le fait pour avancer dans leurs trajets respectifs, comment est-ce qu'ils managent avec ces embouteillages. Cette image qui vous est présentée actuellement est un tati dans le décor au bord d'un ravin qui est celle d'une collision dont nous avons nous-mêmes été témoins, Isabelle et moi, hier, sur le chemin retour chez nous, après le toc du mardi. Après ça, là, quand vous faites ça sur le plateau, vous rentrez ensemble? Mais on n'est pas des ennemis. Donc c'est devant nous ici, vous faites le show. On n'est pas des ennemis, n'est-ce pas Isabelle? Après les émissions? Non, mais en fait, Herman et moi, dans la vie de tous les jours, on est grands amis, en fait. C'est juste qu'on ne s'accorde pas sur certains points. Voilà, alors que les automobilistes sur la chaussée de droite vont au pas très lent imposé par le bouchon, un véhicule de transport en commun appelé communément Gbaka a choisi d'aller en sens inverse et alors à très vive allure. Résultat de sa course, à l'aveuglette, il percute ce taxi qui venait devant dans le sens normal. De plus en plus, de nombreux automobilistes qui veulent échapper aux lenteurs dans les embouteillages n'hésitent pas à emprunter le sens inverse dans la circulation. Si ce n'est pas le sens inverse qu'ils choisissent, ces automobilistes indisciplinés font vite de transformer les trottoirs réservés aux piétons en une énième chaussée. Pour cela, les feux tricolores ne servent qu'à un décor sur les intersections. Aucun respect. Pour les manœuvres d'une voie à l'autre, sans utiliser de clignotant, ils décident de passer à l'autre voie, laissant ainsi à la latitude aux automobilistes voisins de deviner leur choix dans leur conduite. Les motocyclistes, alors, n'en parlons pas. Ce sont eux les vrais propriétaires de la route. Quelle que soit la couleur des feux tricolores, ils ne s'arrêtent jamais. Ils se faufilent entre les véhicules et coupent souvent, brusquement, en queue de poisson. Gare à vous, si vous les interpellez pour leur mauvaise conduite, ils vous répondront, mais vraiment de façon très discoutoise, du genre
marpalage ivoirien, comme le disent les Ivoiriens. Ça va. Voilà. C'est vraiment, vous voyez, c'est ce cas-là qu'on a vu. Il y avait des passagers dans ce taxi. Et hier, j'ai dit automatiquement qu'aujourd'hui, j'allais m'intéresser à cela. On espère qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Non, il n'y a pas eu de mort d'homme. Mais il venait carrément en sens inverse. Isabelle est là, elle peut témoigner. D'accord. Bon, on parlera, je veux dire, je passerai la parole à tout le monde. Une chose qu'il faut que je remarque, l'attitude d'Herman et de Isabelle, c'est le comportement des politiciens, s'entre-déchirent devant le peuple et après dînent ensemble le soir. Donc, message au peuple, il ne faut pas les suivre, il ne faut pas les écouter à fond, quoi. Okay, donc, c'est de grands amis qui rentrent ensemble le soir. Alors, commentaire sur le mood d'Herman. Le mood d'Herman. Une seule personne donne un commentaire. Moi, je vais poser une question. Rapide. Au chauffeur de Baka. Je vais vous poser une question. S'il vous plaît, vous tenez à votre vie? Est-ce que vous avez des familles? Malheureusement, il n'y a personne Non, mais il n'y a personne pour répondre. Mais moi, je vais le poser. Chez eux, à la maison, ils vont répondre à cette question. Mais sincèrement, il faut faire attention. Il y a le code de la route qui existe. Si vous avez effectivement eu des permis, je pense que vous avez fait le code de la route et toutes ces choses-là. Sincèrement, les gars, ayez pitié de la population. Si vous n'avez pas pitié de vous-même, là, ayez pitié de nous et puis ayez peur de Dieu un peu. Pardonnez. Merci, Eunice Nda, pour cette sensibilisation aux chauffeurs de Baka. Il n'y a pas que. Il faut s'adresser à tous les automobilistes. Parce qu'après le Baka, il y a un autre taxi, un autre véhicule qui a pris le sens inverse. Donc, vous tous, faites attention sur nos routes en temps de pluie ou en temps de sécheresse. C'est une façon de parler. Arrêtez. Donc, je dis de fouler au pied le code de la route. On prendra plaisir. Merci, chers amis, pour vos avis, vos interventions. Parfois houleuses, mais bon, c'est de bonne guerre, c'est le game. On se retrouve demain. Oui, tout à fait. Merci, la petite voix à l'oreille. Merci à vous, à l'édito. Merci à la réalisation, aux équipes techniques. Salutations à tous les cadreurs de cette émission. On se retrouve demain pour un autre numéro du Talk sur Live TV, la télé centre.